Bonjour, je m'appelle Paul Pacha. Bonjour, je m'appelle Sakina. Ensemble, nous allons vous présenter Réparer l'essence, une réalité. Alors, saviez-vous qu'il est possible de retrouver la mobilité suite à un accident causé à la moelle épinière? C'est ce qui est arrivé à ce jeune homme nommé Ian. Il fut autrefois tétraplégique, mais maintenant il a réussi à regagner le mouvement grâce à une neuroprothèse. C'est en lisant des articles comme celui-ci que ma coéquipière et moi nous sommes posé des questions. Alors, nous savions déjà que la neuroprothèse peut nous aider à retrouver le mouvement, mais nous nous sommes demandé si elle pourrait nous aider à retrouver d'autres sens, tels la vue ou bien encore l'ouïe. Nous croyons que oui, parce que la neuroprothèse a pour fonction de recréer des connexions perdues entre le cerveau et l'organe endommagé. Pour plus approfondir, une neuroprothèse, c'est un dispositif électronique qui donne la possibilité de regagner l'usage d'un organe défectueux. C'est ce qu'on va appeler des interfaces neuronales. Donc, il y a de deux types. Le premier, interface de sortie, qui va convertir les intentions du cerveau en actions externes. Par exemple, si j'ai envie de donner un top 5 ou plutôt un coup de coude, mon cerveau va décider de cette décision puisque c'est le centre de commande, puis il va envoyer à mon bras pour qu'il soit capable de donner un coup de coude. Ensuite, on a l'interface d'entrée. En fait, c'est le contraire. Il va prendre l'information de l'extérieur et le convertir en perception. Par exemple, si je vois une pomme, mes yeux pourront capter que c'était une pomme, puis ils vont l'envoyer à mon cerveau pour qu'il puisse savoir que j'ai vu une pomme. Bon, tout d'abord, avant de vous parler plus profondément, de manière plus approfondie des neuroprothèses, il faut d'abord un peu comprendre le fonctionnement du système nerveux. Alors, tout d'abord, parlons des neurones. Alors, voici une image d'une neurone. C'est une cellule nerveuse qui a le rôle de transmettre l'information sous forme d'influx nerveux. Alors, il est composé de dendrites, du corps cellulaire et des axones. Alors, les axones, elles prennent l'information pour ensuite l'envoyer au corps cellulaire. Ce dernier va décoder l'information et l'envoyer, cette information décodée aux axones, et les axones vont transmettre ces informations vers d'autres neurones. Et voici donc, maintenant, on va parler des nerfs. Les nerfs sont des axones des neurones. Alors, il existe deux types de nerfs, les nerfs sensitifs et les nerfs moteurs. Les nerfs sensitifs, eux, ils captent avec les sens, comme le toucher, l'odorat, l'ouïe ou la vue, alors que le nerf moteur, lui, il décide du mouvement. Maintenant, nous allons vous parler de comment se transmet l'information. Alors, vous devez savoir que le cerveau est séparé en deux systèmes interreliés, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Alors, le système nerveux central est composé de l'encéphale et de la moelle épinière, alors que le système nerveux périphérique est plutôt l'ensemble des nerfs du corps. Le système nerveux est un peu comme le centre de commande, c'est lui qui décide ce que l'on va faire, alors que le système nerveux périphérique, lui, une de ses fonctions est de faire circuler l'information. Maintenant, je vais vous parler des synapses. Le synapse est l'endroit de connexion entre l'axone d'un neurone et la dendrite d'un autre neurone. Alors, il existe deux types de synapses, les synapses électriques et les synapses chimiques. Les synapses ont le rôle de transmettre l'influx nerveux d'un neurone à l'autre. Alors, voici ici une synapse électrique. Alors, dans une synapse, lorsque nous avons une synapse électrique, les deux neurones se touchent l'un à l'autre et permettent à l'influx nerveux de passer et le chemin peut se faire des deux bords. Alors que dans la synapse chimique, l'influx nerveux doit se faire transmettre grâce aux neurotransmetteurs. Et les neurotransmetteurs se font envoyer vers les cellules réceptrices. Les neurotransmetteurs sont des substances chimiques qui sont utilisées dans le système nerveux qui ont pour fonction d'envoyer l'influx nerveux entre les neurones et nerfs. Dans le système nerveux, il peut arriver que des nerfs s'endommagent. En général, dans le système nerveux périphérique, cela arrive très rarement. Et cela est grâce à la gaine de myéline, qui est une longue cellule entourée autour d'un nerf. Elle va assurer la régénération du nerf
parce qu'elle va libérer des protéines naturelles qui ont pour fonction de servir à la régénération du nerf. Mais par contre, dans le système nerveux central, les protéines qui y sont créées vont servir à ce que, pour que la régénération du nerf soit empêchée. Et cette raison est inconnue. Le pouvoir de la science n'a pas encore trouvé une réponse. C'est encore un mystère. Mais lorsqu'un nerf s'endommage, ça cause vraiment beaucoup de problèmes. Dépendant de l'endroit endommagé, ça peut créer des problèmes, des pertes de sens, par exemple, le perte de toucher, le perte de l'ouïe, ou le perte de l'équilibre, ou bien encore le perte de la vue. Et ça peut aussi créer des pertes de mobilité, par exemple, perdre la connexion avec ses bras, ses jambes, ou bien encore devenir paralysé. Alors, ce qui arrive après comme nerf se endommage peut nous faire perdre la mobilité. Il y a donc maintenant la neuroprothèse motrice qui peut nous aider à recréer une connexion pour retrouver la mobilité. Alors, tout d'abord, il y a des électrodes qui sont implantées dans le cerveau d'un patient et elles sont reliées vers l'endroit où, comme on va dire, comme, par exemple, sur cet exemple, c'est le bras du patient qui ne pouvait plus bouger. Alors, nous avons aussi mis, pas nous, mais il y a un manchon d'électrode qui est aussi placé sur le bras du patient. Alors, le patient, lui, il va, avec son cerveau, penser à ce qu'il veut faire. Alors, on va dire, il veut mouvoir son bras. Alors, l'information va se transmettre dans les électrodes pour ensuite être passée dans un mini ordinateur que le patient garde avec lui. Cet ordinateur va convertir le signal cérébral en stimulation électrique qui va être ensuite envoyée vers le bras où il y a les électrodes placées dessus pour que le mouvement se crée. Ensuite, alors, la neuroprothèse peut être utilisée soit pour le bras ou bien les jambes ou même lorsque une personne est complètement tétraplégique et lorsque cette personne, la personne est tétraplégique, elle a besoin d'utiliser un exosquelette pour supporter son poids. Ensuite, on a la neuroprothèse visuelle qui a été inventée pour restaurer la vision, mais pas de n'importe quel problème, mais seulement la rétinite pigmentaire. C'est une maladie héréditaire qui implique la perte de vue graduelle qui se manifeste tout d'abord par la vision nocturne, ce qui fait aussi rétrécir le champ visuel. Par la suite, il entraîne la perte de la vision centrale, ce qui arrive plus tardivement. Cela est la cause de l'endommagement des photorécepteurs qui sont des neurones sensoriels sensibles à la lumière qui se trouvent sur la couche postérieure de la rétine. Les photorécepteurs sont répartis en cônes et bâtonnets. Des cônes sont des nerfs sensoriels qui assurent la vision diurne et les bâtonnets sont aussi des nerfs sensoriels, mais eux, ils assurent la vision nocturne. Puis ça, c'est comme ça que l'image à gauche, c'est comment une personne normale voit, et l'image à droite, avec un patient qui est atteint de rétinite pigmentaire. Donc, pour commencer, la neuroprothèse visuelle est principalement composée de lunettes avec une caméra à l'avant, un fil attaché aux lunettes qui se rend jusqu'à l'ordinateur qui est porté par le patient, et puis l'implant sur la rétine. Aussi, une autre chose qui ne fait pas partie de la neuroprothèse visuelle, c'est le nerf optique. C'est un nerf sensoriel qui est en charge d'envoyer les signaux nerveux au cerveau. La caméra sur les lunettes capte l'image de l'extérieur, les transforme en impulsions électriques à l'aide du petit ordinateur. Ensuite, l'impulsion électrique va aller dans le fil qui est relié à l'ordinateur pour envoyer les impulsions électriques qui sont captées par les lunettes vers le nerf optique jusqu'au cerveau, ce qui va assembler une image.
Ensuite, lorsque le patient va porter la neuroprothèse visuelle, il ne pourra pas voir comme une personne avec une vue normale, mais, euh, mais il pourrait quand même être capable de voir. Ça sera pixelisé et en noir et blanc, comme sur cette image. En étant sur le sujet de la neuroprothèse visuelle, je voudrais vous parler du docteur Rezende, qui est un ophtalmologiste, chirurgien, rétinologue, qui a fait le premier chirurgie de la neuroprothèse visuelle au Québec, à Sandra Cassel, qui est la femme à droite de la photo à gauche, qui est la première personne à avoir une neuroprothèse visuelle au Québec. Nous avions eu la chance de rencontrer le docteur Rezende en personne et de lui poser plusieurs questions, comme par exemple, en 2015, depuis 2015 à aujourd'hui, il y a seulement eu 4 patients pour la neuroprothèse visuelle, ainsi que la neuroprothèse visuelle n'est pas financée par le gouvernement, donc ça coûte 250 000 $. Mais dans le cas des 4 patients, eux, ils ont eu une fondation de l'hôpital. Maintenant, pour la dernière neuroprothèse, la neuroprothèse vestibulaire règle les déficits vestibulaires. C'est lorsqu'un nerf vestibulaire s'endommage. Un nerf vestibulaire, c'est le nerf qui relie l'oreille interne au cerveau. Donc, lorsque cette nerf s'endommage, elle cause beaucoup de problèmes, par exemple les vertiges rotatoires intenses, des déséquilibres posturaux, des nausées et des vomissements et des chutes agressives et violentes. Donc, la neuroprothèse vestibulaire se compose d'un capteur de mouvement fixé sur le crâne, d'un processeur qui transforme ces informations en signaux électriques, jouant ainsi le rôle de l'oreille interne défaillant et d'électrodes implantées dans le nerf sensitif dans le système vestibulaire. Les signaux électriques générés par le processus sont transmis au nerf vestibulaire via les électrodes, puis parviennent au cerveau. À ce jour, 13 patients ont été implantés, le premier il y a 10 ans, sans aucune complication. Non, maintenant que vous avons parlé des neuroprothèses, il faudrait savoir qu'il y a toujours une réhabilitation requise. Comme par exemple, lorsque un patient utilise une neuroprothèse motrice, ce dernier doit apprendre à remouvoir son membre ou ses membres. Alors que lorsque quelqu'un a une neuroprothèse visuelle, il doit réapprendre à voir, tout d'abord en essayant de reconnaître les formes, localiser les objets, avoir le sens des distances. Et, pour- et il faut aussi savoir que la motivation du patient joue quand même un grand rôle parce que des fois, on va dire, euh, lorsqu'on a une neuroprothèse visuelle, notre cerveau a oublié elle a oublié genre plusieurs images qu'on connaissait. Et là, ça peut faire vraiment mal à la tête de revoir des choses que l'on n'a pas vues depuis longtemps. Donc, lorsqu'une personne a une neuroprothèse et fait de la réhabilitation, ce changement dans ce cerveau est appelé de la neuroplasticité. La neuroplasticité décrit les mécanismes par lesquels le cerveau est capable de modifier les changements. Elle s'exprime par la capacité du cerveau de créer, défaire ou réorganiser les réseaux des neurones et les connexions. Donc, dans les cas des patients avec les neuroprothèses, eux, leur cerveau ont dû faire des changements puisqu'ils devaient comme réapprendre. Et pour réapprendre, il y a toujours de la neuroplasticité. Grâce à nos recherches, nous avons appris qu'il était possible de réhabiliter le corps, même partiellement, et à répondre aux signaux du cerveau. Cependant, il faut garder à l'esprit que les améliorations que peuvent apporter la neuroprothèse sont minimes. Alors, nous nous demandons si, dans un futur non lointain, s'il serait possible de concevoir une neuroprothèse plus performante qui pourra permettre de restaurer des fonctions perdues suite à une lésion causée au système nerveux et non à la moelle épinière.
Merci de nous avoir écoutés.